Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Diabète, comment évolue la lutte contre la maladie au Mali? C'est le thème central du Grand Dialogue. Aujourd'hui, 14 novembre, est célébrée la journée mondiale du diabète. L'événement intervient cette année au Mali alors que les personnes souffrant du diabète dénoncent la rupture de l'insuline. Cette injection est utilisée dans le traitement des personnes diabétiques de type 1 et 2. Où en sommes-nous avec la lutte contre le diabète au Mali? La prise en charge de la maladie est-elle suffisamment faite? La maladie gagne tel du terrain. Comment prévenir le diabète? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Karfa Maïga, président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali, Dr Mamadou Diara du laboratoire médical de l'INSP, Dr Ibrahim Niantao, endocrinologue, diabétologue et président par intérim de l'association malienne de lutte contre le diabète au téléphone. Je suis Imrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Ibrahim Niantao, vous êtes diabétologue. Dites-nous comment peut-on définir le diabète? Bonsoir. Tout d'abord, je remercie Studio Tamani pour nous avoir offert cette opportunité de pouvoir échanger sur la maladie diabétique en cette journée très importante de lutte contre le diabète. Le diabète est une maladie chronique qui se définit par un taux de sucre excessivement élevé dans le sang. Ce taux élevé peut être responsable à court et à long terme des complications qui peuvent atteindre les vaisseaux, les nerfs et les muscles, rendant désagréable la vie du patient tout au long de son existence. Comment se manifeste-t-il? Le diabète est une maladie souvent sournoise. Je rappelle qu'il existe principalement deux grands types de diabète. Le diabète de type 2 est un diabète qu'on rencontre principalement chez les jeunes de moins de 30 ans. Et cette maladie est très symptomatique entre la découverte et les manifestations. Si le diagnostic n'est pas posé, ça peut entraîner le coma. Et ces manifestations sont essentiellement marquées par une abondance des urines, une fatigabilité élevée, une soif excessive et un enfant qui mange normalement, voire un peu plus, mais qui perd du poids. Devant ceci, il faut penser à un diabète. L'autre forme de diabète, qui est la forme de diabète de type 2, est un diabète qu'on rencontre principalement chez les sujets de plus de 40-45 ans. En général, ce diabète est marqué par une obésité et une sédentarité. Dans ces cas, l'évolution s'est faite à bas bruit, 5 à 10 ans avant que la maladie ne soit diagnostiquée, et c'est souvent au cours des complications qu'on peut détecter cette maladie. C'est dans ces cas précis où on va vous parler des plaies chroniques ou des petites infections au cours desquelles on va découvrir cette forme de diabète. Comment peut-on contracter le diabète? La question vous est toujours posée. Alors, le diabète est une maladie, on peut dire 100% génétique et 100% environnementale. Je m'explique, c'est que dans la majorité des cas, c'est une maladie qu'on peut éviter des parents, même si des cas n'ont pas été détectés dans la famille. Cependant, certains facteurs environnementaux, tels que la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas bouger suffisamment, l'obésité, le fait de prendre du poids, sont responsables de l'accélération de l'avènement de la maladie diabétique dans la majorité des cas. D'accord. Docteur Mamadou Diara, vous êtes du laboratoire médical de l'INSP. Comment peut-on détecter biologiquement le diabète? Ok, merci. Pour le dépistage biologique du diabète, d'abord, les patients se rendent au centre de santé. C'est là-bas qu'on leur donne le bulletin d'analyse, en soupçonnant bien sûr le diabète. Mais une fois arrivé au laboratoire, nous faisons d'abord la glycémie. La glycémie, ça c'est le taux de glucose dans le sang. Et souvent, il y a des valeurs qui disent exactement là, c'est le diabète. Mais il faut reprendre au moins 2 à 3 fois, si c'est le même cas, le même résultat. Donc on confirme au clinicien qu'il s'agit effectivement du diabète. Ensuite, il y a d'autres résultats qui prêtent confusion. Un peu lorsqu'on a une hyperglycémie non diabétique. Là, il y a un seuil pour pouvoir définir le diabète, mais si ça n'atteint pas ce seuil-là et que c'est supérieur à la normale,
c'est là où l'interprétation devient un peu difficile. Et là, on fait appel à d'autres tests biologiques, notamment l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Et là, ça permet au laboratoire de définir s'il s'agit exactement d'un cas de diabète ou bien s'il s'agit d'une intolérance plutôt au glucose. Effectivement, donc c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale qui pourra dire ça du point de vue biologique. Et cela est soutenu aussi par la glycosurie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Voilà. Ces analyses que vous faites en longueur de journée sont-elles fiables? Oui, je dis que ces analyses sont fiables parce que la technologie que nous utilisons, c'est les mêmes technologies utilisées que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis. Donc, c'est les mêmes technologies. Et pour nous dire que c'est fiable, nous avons des contrôles qui permettent au laboratoire de dire exactement est-ce que le résultat qui était approuvé est bon ou pas. Ces contrôles se font comment? Et ces contrôles, il y a des contrôles qui sont vendus sur le marché comme des réactifs qui permettent de vérifier et la manipulation, c'est-à-dire le comportement du technicien, et le réactif utilisé et l'appareil. Donc il y a des contrôles qui permettent de mesurer tout ça là. Donc lorsqu'on est sûr que ce contrôle-là est bon, on fait passer le sérum. Dans le cas contraire, si le contrôle n'est pas bon, on reprend parce qu'il y a quelques problèmes quelque part. On essaie de déceler le problème, si c'est au niveau du réactif, ou bien si c'est au niveau de l'appareil, ou bien si c'est au niveau du manipulateur lui-même. Donc on a des techniques pour déceler ça, et ensuite on reprend le test. Et combien d'analyses faites-vous par jour? En plein temps, nous effectuons en moyenne une cinquantaine, 50 à 60 tests de dépistage du diabète par jour. Et quels sont les types de diabète les plus détectés? Bon, les types de diabète les plus détectés, c'est le diabète de type 2. Ça, c'est en moyenne dans 90% des cas. Et le diabète de type 1, c'est vraiment dans les environs de 8 à 7%. Il y a un autre type de diabète qui est le diabète gestationnel, qui peut être classé parmi le diabète 2. Parmi le diabète 2, mais c'est un diabète qui se manifeste seulement pendant la grossesse. Et après la grossesse, quelques mois après l'accouchement, ce diabète disparaît. Lequel est le plus répandu au Mali? Le diabète de type 2, c'est ça qui est plus répandu au Mali. D'accord. Est-ce qu'il arrive souvent que des patients mettent en doute les résultats réalisés? Bon, en réalité, les patients ne mettent pas en doute les résultats réalisés. Mais seulement, il y a certains cliniciens, souvent compte tenu de leur intérêt personnel, ils disent à certains patients d'aller dans tel laboratoire ou dans tel laboratoire. Voilà. Karfa Maïga, vous êtes diabétique. Dites-nous, comment avez-vous eu le diabète? Bonsoir. Bon, moi, j'ai constaté mon diabète vers 1996 par la soif, l'urine abondante et la fatigue. Mais c'est suite à un dépistage gratuit, public, qu'on m'a confirmé le diabète et l'hypertension. Ça, c'était vers les années 2006. Lorsque vous avez réalisé que vous avez le diabète, quel était le sentiment qui vous est animé? Bon, j'avais réellement peur. Peur de quoi? Je pensais que c'était la fin du monde. Tu vois. Mais heureusement, avec l'assistance du corps médical, le conseil, donc j'ai pu être au moins discipliné. Donc de la découverte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais appliqué l'insuline. C'est sur les comprimés seulement qu'on me prescrit. Est-ce que vous avez eu des difficultés quelque part, des difficultés respiratoires ou autres? Quelles sont les difficultés que vous avez en longueur de journée par rapport à ce diabète? Bon, moi, mon diabète, les difficultés, parce que étant diabétique, il y a certaines maladies aussi qui s'ajoutent.
Par exemple, l'arthrose. Alors aujourd'hui, si j'ai un problème, c'est un problème d'articulation au niveau des genoux. À part ça, prenant régulièrement mes médicaments, alors vraiment, non, je n'ai pas de problème par rapport au diabète. Quel est l'effet des médicaments que vous prenez sur votre corps? Bon, l'effet des médicaments, d'abord, l'oubli. Pendant compris, on ne sait même pas combien de racas on en a fait. Il vous arrive à oublier souvent? À oublier souvent. Ce que vous faites? Et ce que vous faites souvent, parce que c'est lié, je crois, aux médicaments. Et souvent aussi, on a l'impression qu'il y ait des insectes qui marchent sur le corps. Donc, lorsqu'on a signalé ça à Nientao, il m'a prescrit des médicaments, mais malgré ça, souvent, ça se manifeste. Et l'urine, j'urine beaucoup. Même aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai bu de l'eau, mais peut-être qu'avant qu'on finisse, je vous demanderai de trouver la toilette. D'accord. Docteur Nientao, qu'est-ce qui fait que des diabétiques oublient des fois ce qu'ils font, comme le dit M. Karfa Maïga? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à ces oublis. Souvent, à tort, on peut incriminer les médicaments, mais il faut savoir que le diabète est une maladie dégénérative qui peut toucher tous les systèmes, y compris le système nerveux, le système neurologique qui peut être affecté, pouvant entraîner effectivement des impressions de fourmis dans les pieds, comme il a signalé, qui sont des signes subjectifs. Et on peut aussi avoir d'autres anomalies qui peuvent concerner les troubles liés à la concentration et entraînant un peu des fois des oublis. Mais à l'âge du président, M. Maïga, l'âge aussi peut être un petit facteur qui peut aussi entraîner des oublis. Donc je pense que c'est plusieurs facteurs combinés. On peut avoir le diabète à quel âge, par exemple? Alors, le diabète se contracte à tout âge. Et comme le biologiste disait tout à l'heure, le diabète de type 1 est un diabète du sujet jeune. Le plus jeune de notre cohorte avait moins de 2 ans. Et on a d'ailleurs un petit programme qui s'appelle Life for a Child, qui vient en appui aux enfants et adolescents diabétiques en les donnant de l'insuline. Donc cette forme de diabète peut commencer très tôt, souvent même avant l'âge de 6 mois. Et en général, c'est des injections à vie. Et la forme au diabète de type 2, qui est la forme majeure, la plus connue et qui d'ailleurs nous effraie tous, qui touche aujourd'hui 537 millions de personnes à travers le monde, est un diabète qui apparaît généralement à partir de la quarantaine. C'est le diabète du surpoids, de l'obésité, de la sédentarité. Et c'est cette forme qui est fortement liée à nos habitudes de vie. D'accord. Les signes que Karfa Maïga a annoncé tout à l'heure, notamment la soif, l'urine, est-ce que celui qui d'habitude a beaucoup soif ou urine beaucoup peut se dire que c'est des signes de diabète qu'il a? Devant une abondance des urines, une augmentation exagérée de l'envie de boire de l'eau, surtout en cette période où il fait un peu frais, on peut pisser beaucoup, mais sans avoir envie de boire de l'eau. Les deux couplets, pendant la période où il fait très chaud, on a envie de boire de l'eau, mais on ne pisse pas beaucoup. Mais la personne qui a les deux en même temps, une abondance des urines et une fatigabilité élevée avec envie irrésistible de boire de l'eau, bien sûr, doit faire un dépistage du diabète. Et le dépistage, c'est ce que le biologiste a dit. C'est seulement le contrôle de sang qui permet de dire qu'une personne est diabétique. Les signes ne sont que des signes d'orientation qui peuvent se voir dans d'autres contextes. D'accord. Docteur Diarra, quel est aujourd'hui le taux de prévalence du diabète au Mali? Bon, le taux de prévalence du diabète au Mali, ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'études d'actualisation. Mais les dernières études qui ont été menées font état de 5% en moyenne. 5%. 5%. 5%.
Docteur Nyantao, est-ce que vous pouvez confirmer les 5% actuellement? Les cliniciens sur le terrain, et je pense qu'il a raison, il n'y a pas eu d'études réelles sur le diabète depuis une dizaine d'années. L'une des 3 grandes études menées, la première, ça date de 1985, c'est l'étude KDK, qui avait trouvé une prévalence de diabète de 0,92%. Et ensuite, en 2009, on avait mené une grande étude qui avait concerné pratiquement tous les Mali, et on a eu une prévalence très surestimée qui était autour de 9%. Mais je pense qu'après ça, les choses se sont équilibrées, et le dernier document de l'Atlas Diabète, qui est la référence du diabète au niveau international, nous donne une prévalence de 1,8% et dans une fourchette de 1,6 à 2,4. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près 200 000 Maliens qui peuvent être concernés par le diabète. 200 000 Maliens. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre le diabète évolue au Mali? Bon, si on me demandait, moi je dirais que l'évolution est timide. Certes, il y a eu un centre pour les diabétiques. Bien sûr, ça c'est avec l'aide des gens de bonne volonté qui ont eu à contracter la maladie. Mais du point de vue programme gouvernemental, vraiment, c'est timide à mon avis. C'est timide. C'est timide. Et la prise en charge? Bon, même la prise en charge quand c'est diagnostiqué, bon, la prise en charge, ça, je crois que c'est bien fait. Surtout au niveau des structures, des centres hospitaliers, la prise en charge est bien faite. D'accord. Monsieur Maïga, comment vous qualifiez la lutte contre le diabète au Mali? Quel qualificatif? Bon, comme on appelle au Mali, il y a eu une amorce de lutte contre le diabète. En ce sens que, actuellement, dans tous les centres de référence du district de Bamako et des chefs-lieux de région, nous avons des médecins référents, des médecins spécialisés contre le diabète. Donc, et d'autre part, il y a eu aussi une école, comme on appelle à l'hôpital du Mali, qui forme, après l'école de médecine, des médecins qui veulent se spécialiser dans la lutte contre le diabète. Mais le problème du diabète, c'est le coût. Le coût élevé du traitement. Le coût du traitement. Imaginez, nous sommes dans un pays pauvre et nous vivons par solidarité. Et vous voyez, la famille traditionnelle, généralement, tu trouveras qu'il y a qu'une seule ou 2 personnes qui supportent plus de 20 personnes. En plus de la nourriture, du logement. Et s'il faut encore le traitement et les analyses, alors donc le diabète devient très cher. Lui, c'est un biologiste. Il connaît le coût du bilan du diabétique. Ça va dans les 70 000 francs. Ça commence à partir de 70 000 Oui, 70 000 francs, le bilan. Et grâce presque à l'amont, et peut-être bientôt avec le RAMI, peut-être qu'il y aura moins de coûts. Mais aujourd'hui, ceux qui ne sont pas assurés ne peuvent pas supporter ce coût. Et c'est pourquoi beaucoup abandonnent les centres de santé au profit de la médecine traditionnelle. Et malheureusement, nous avons perdu beaucoup de camarades parce qu'ils n'ont pas le moyen de supporter les frais, comme on appelle, du traitement. Et vous, aujourd'hui, comment vous arrivez à supporter le poids? Bon, moi, je suis assuré. À l'amont? À l'amont, donc... Assurance maladie obligatoire? C'est ça. Donc, moi, je ne paye que 30% et l'État paye, ou bien l'État paye les 70%. Donc, ça, sans cela, on ne pourrait pas terminer, on ne pourrait pas tenir. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ça. La majorité des diabétiques, parce qu'ils ne sont pas des salariés, ils ne sont pas assurés, donc ils ne peuvent pas bénéficier, comme on appelle, de l'assurance maladie.
Docteur Nyantao, vous êtes de l'association malienne de lutte contre le diabète. Vous êtes le président par intérim. On estime que le coût est trop élevé. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est fait pour diminuer le coût de traitement du diabète dans votre lutte? Merci bien pour cette question. Et là, je remercie le président Karfa Maïga pour son témoignage qui décrit avec éloquence et toute la charge de cette maladie qui est une charge très lourde. Et je dirais que beaucoup d'efforts ont été fournis. Si on prend les débuts des années 2000 seulement, il n'y avait que 2 à 3 spécialistes au Mali qui prenaient tous les diabétiques. Et aujourd'hui, nous avons une quarantaine de spécialistes grâce à l'appui de l'État, à la formation des jeunes. Et le Centre de lutte contre le diabète, l'hôpital du Mali et tous les CCRF de Bamako aujourd'hui sont dotés au moins d'un spécialiste qui peut prendre en charge les diabétiques. La charge des médicaments est certes un peu compensée par les régimes d'assurance, mais ça ne couvre que 25% de la population. Et d'ailleurs, les couches les plus vulnérables ne sont pas touchées par ces assurances, malheureusement. Même en RAMI qui n'est pas disponible dans toutes les structures de santé à cause de la non-disponibilité des ressources financières. Et nous, au niveau du centre de lutte contre le diabète, on a diminué un peu la prise en charge des malades, contrairement à beaucoup de structures de santé. On consulte les malades en consultation spécialisée à 1000 francs. Mais même là, ces 1000 francs ne sont pas donnés à tout le monde. Prenez des gens qui souffrent de problèmes de plaies de pied, dont les plaies évoluent depuis plus de 3 mois. Qui doivent se déplacer tous les jours à 5 h du matin pour venir faire la queue, tous les jours pour payer 750 francs comme frais de soins, et les matériels et les médicaments qui doivent intervenir dans ces soins, on estime que le poids ne peut pas être supporté par une famille moyenne, une famille modeste, et malheureusement au Mali, 90% des gens sont dans cette situation. Donc on dira que le diabète doit être considéré aujourd'hui comme une maladie sociale. Avec le président Karfa, on est en train de se donner les mains pour essayer de remonter les informations au niveau des plus hautes autorités de notre pays pour que la souffrance des malades, des personnes vivant avec le diabète soit connue à travers notre pays et que l'État nous vienne en aide. Aujourd'hui, l'un des médicaments majeurs qui nous permet de garder en vie les diabétiques et dont la découverte a été faite il y a plus de 100 ans est pratiquement en rupture dans notre pays. Nos camarades diabétiques qui sont dans les régions, dans les contrées les plus éloignées, n'ont pas accès à ces médicaments, même s'ils ont de l'argent. Donc ça, ce sont vraiment des grosses difficultés auxquelles nous sommes confrontés et il va falloir une implication de l'État. Certes, certains partenaires des ONG nous aident avec des aides ponctuelles et nous estimons que des pays comme le Sénégal, qui ont pu subventionner les médicaments antidiabétiques, tous les pays du Maghreb ont pu aussi subventionner les médicaments antidiabétiques. Au Mali, on peut faire pareil. Et cela va améliorer significativement la condition de vie des malades. Alors aujourd'hui, quels sont les types de traitement du diabète? Alors essentiellement, le diabète est traité par le changement de comportement, c'est-à-dire la pratique d'inactivité physique régulière et le contrôle d'une alimentation saine, mais aussi les médicaments, les comprimés qui peuvent intervenir. Ces comprimés qui peuvent coûter des moins chers à 2 100 par mois, jusqu'à 100 000 francs pour certains de ces médicaments qui sont excessivement chers. Bien sûr, les injections aussi peuvent intervenir, il y en a plusieurs modèles. Lorsque les comprimés n'arrivent pas à bien stabiliser le diabète, on fait intervenir ces injections. Ces injections sont souvent inoculées par le malade ou son entourage pour lui permettre de garder un niveau de sucre très satisfaisant. Et le traitement dépend aussi des types de diabète. Les types 1 qui touchent préférentiellement les enfants, est un diabète qui est traité par des injections et à vie. Mais le diabète de l'adulte, en général, on commence par le changement de comportement et on ajoute des comprimés. Et plus tard, lorsque les choses se compliquent un peu, on peut faire intervenir les injections. Vous avez vu, M. Maïga qui est à côté de vous, ça fait 16 ans qu'il est diabétique détecté et jusqu'à présent, il est sous comprimé. D'accord. Des diabétiques à travers le pays dénoncent d'ailleurs la rupture de l'insuline en injection généralement utilisée comme traitement par les personnes diabétiques de type 1 et 2 suivant leurs réactions.
Tenez-vous bien, j'ai 35 ans de diabète, je suis sous insuline matin et soir, et si l'insuline, on ne trouve pas ça, ça voudra dire quelque part que nous sommes en train de nous précipiter vers notre précipice. Et on a trop de problèmes aujourd'hui parce que les enfants, eux, ils ne se traitent qu'avec de l'insuline, la piqûre d'injection. Mais malheureusement, cette piqûre d'injection-là est en rupture. L'insuline est vitale pour ces enfants-là. Donc c'est un grand problème aujourd'hui qui nous alerte tous. Si tu n'as pas ce médicament, tu ne peux rien faire. Faire 2 ou 3 jours sans t'injecter, c'est grave. J'ai demandé de part et d'autre s'il y avait ces médicaments, mais il est inaccessible. À Koutchala, à Bamako, rien du tout. J'ai eu un surplus de sang et cela m'a causé des peines. On voudra que ce soit accessible pendant les moments où on en a besoin. Subitement, tu peux avoir des vertiges, maux de tête, ton cœur et tout ton corps est perturbé. On se rend à la pharmacie sans avoir de médicaments. Cela fatigue vraiment. On se débrouille avec toutes sortes de médicaments, parfois avec les médicaments traditionnels. Je prends de Daunil 0,5. Même là, on n'en trouve pas à Sikasso. Ils donnent un remplaçant. Docteur Diarra, comment vous comprenez cette rupture des médicaments anti-diabétiques? Bon, je ne sais pas, c'est la politique de l'État, je ne sais pas. Sinon, en réalité, la PPM doit être à mesure de fournir en quantité suffisante d'insuline. Mais le fait qu'il y a rupture, peut-être que ça peut être dû aux activités actuellement. Dans le monde, ça ne va pas. Il y a trop de problèmes. Peut-être que ça peut être dû à ça. Sinon, en réalité, normalement, est-ce que cela est une raison valable du fait que dans le monde, ça ne va pas, qu'il y ait des ruptures de médicaments essentiels pour les diabétiques? Non, ça ne doit pas être une raison. Mais à l'impossible, l'une est tenue. À l'impossible, l'une est tenue. Ça ne doit pas être une raison. À travers ce micro-trottoir, vous avez entendu le cri de cœur des diabétiques. Comment vous vous sentez lorsqu'il y a cette rupture de médicaments? Bon, ça nous fait mal. Mais on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc c'est l'État qui doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture en République du Mali de l'insuline. Je me rappelle après le coup d'État contre Moussa Traoré et le début de la rébellion, il y a eu une rupture des médicaments, comme on appelle oraux, qu'on consomme, les comprimés. Parce que la pharmacie populaire n'arrivait pas à s'approvisionner à cause du conflit. Et nous avons démarché. Le président de la transition à l'époque, c'était Dioncounda Keïta. Dioncounda Traoré. Dioncounda Traoré plutôt. Et à partir de cette démarche, donc Dioncounda a instruit au Trésor de fournir de l'argent à la pharmacie populaire pour qu'elle puisse payer des médicaments. Et depuis ces jours, en tout cas pour les comprimés, il n'y a pas de rupture. Vous, est-ce que vous avez été victime de rupture de médicaments? Vous avez été une fois victime? Bon, une fois victime, non. Moi personnellement. Parce que je paye régulièrement les médicaments. Et à cette époque, nous avons plaidé auprès de l'État et des partenaires, par exemple pour les nordistes qui étaient venus à Bamako. Donc on fournissait à l'époque gratuitement tous leurs besoins. Mais est-ce qu'au niveau de la Fédération nationale des diabétiques au Mali, des personnes, il arrive souvent que des personnes viennent vers vous pour dire que nous sommes en manque de médicaments ou en manque d'insuline? Mais tout de suite, vous avez entendu les gens, à longueur de journaux, on écrit. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une rupture. Nous ignorons les causes. Il n'y a que des rumeurs. Ce sont les laboratoires qui veulent arrêter la production de l'insuline pour la remplacer par autre. Bon, ce sont des rumeurs, nous n'avons pas d'informations sûres. Mais tout le monde se plaint, vous avez entendu tout le monde.
tous ceux qui sont insulinodépendants sont inquiétés. Parce que sans l'insuline, ils vont mourir. Le premier intervenant, c'est l'ancien président de la Fédération nationale des diabétiques, Kouyaté. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la Fédération est en train de faire pour ces personnes-là? Mais la Fédération est en train de plaider auprès du département de la santé pour que l'État puisse s'impliquer au ravitaillement des médicaments, à la fourniture de médicaments, à la disponibilité des médicaments sur le territoire national. Docteur Nyantawo, vous avez expliqué qu'il y avait des ruptures de médicaments. Comment pouvez-vous expliquer cette rupture de médicaments? Alors, donc, je pense que le président Kalfa a dit il y a plusieurs rumeurs autour de ces ruptures d'insuline. Mais ce qui est connu, c'est que ce n'est pas seulement un problème au niveau du Mali. La rupture en insuline est internationale. Et je dirais dans le conditionnel, ça serait dû à un problème de production au niveau même des matières premières en Chine. Donc, ce n'est pas un problème malien. Et certains Maliens ont pu se débrouiller à trouver quelques flacons. Certes, la PPM, au fait, le Mali a un marché très ouvert, comme le disait le biologiste. L'État doit nous aider à amener les médicaments, mais il y a les grossistes privés et qui sont très autonomes et qui sont des commerçants. Tant qu'ils ont leurs bénéfices, ils amènent les produits. Mais malgré quand même leur bonne volonté de chercher les produits ailleurs, ils ont eu de grosses difficultés à s'approvisionner en insuline. Donc c'est un problème international, ce n'est pas que malien, mais il faut qu'on trouve une solution rapidement à cette situation. Nous, on avait, à un moment donné, depuis quelques années, on avait décidé aussi de nous retourner un peu vers les pays émergents tels que l'Inde pour avoir ce qu'on appelle des biosimilaires, c'est-à-dire que des médicaments de très bonne qualité, mais vraiment en dénomination commune internationale, qui peuvent être accessibles, moins chers et avec moins de rupture. Donc, c'est très dur pour nous, mais malheureusement, je pense personnellement, quand on me demande, il y a de nouvelles générations d'insuline qui sont en train de faire leur chemin sur le marché international. Les insulines classiquement utilisées en Afrique ici sont des insulines qui sont pratiquement abandonnées en Europe. Mais c'est des insulines de très bonne qualité et qui ne coûtent pas cher. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évolution veut qu'on aille vers les nouvelles insulines. Et ces nouvelles insulines sont très coûteuses, malgré les grands efforts de la CANAM, qui a pu intégrer certaines de ces molécules-là au niveau de l'assurance maladie universelle. Et ces médicaments restent quand même chers. Et malheureusement, on ira vers ces médicaments de nouvelle génération. Vous avez dit qu'il y a des rumeurs qui coulent autour de cette rupture. Concrètement, qu'est-ce que votre association a eu à faire par rapport à ces rumeurs-là? Se rapprocher des autorités pour voir réellement s'il y a rupture de stock ou quoi? Alors, donc, à notre initiative avec le président Kalfa qui est à côté de vous, on a déjà demandé au niveau même des grands distributeurs de la PPM et de Laborex, de Copharma, quel était le souci avec ces insulines. Et c'est de là-bas qu'on a compris que c'était un problème international. Les représentants des labos ont été approchés, notamment le principal laboratoire qui fournit les médicaments au Mali, et les insulines au Mali qui s'appelle Novo Nordisk, a été interpellé par nos associations pour nous acquérir des actualités et des difficultés qui font qu'on n'a pas ces médicaments-là sur le marché et de trouver une alternative. Et d'ailleurs, certains grossistes, sur nos recommandations, ont pu trouver des réserves dans d'autres pays. Et je me rappelle qu'en fin septembre, on a pu amener des insulines du Togo qui étaient disponibles et qui a été ramené sur le marché malien. C'est ce qui a un peu allégé cette difficulté liée à la rupture. Et nous sommes en train de voir, parce qu'il y avait quand même l'événement du bureau de la Fédération internationale du diabète le 7 novembre passé. Et donc, on attendait la fin de ce renouvellement pour écrire une lettre conjointe. Le président Karifa et moi-même avons décidé d'adresser cette lettre-là au ministre de la Santé avec copie sur la direction responsable de la gestion des médicaments, notamment la PPM. D'accord. Docteur Abdoulaye Koné, responsable du programme des maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, affirme que tous les stocks ont été épuisés suivant sa réaction.
il y avait des stocks. Tous ces stocks-là ont été vraiment épuisés. Alors, nous avons fait des requêtes. Alors, on attend ces requêtes-là. Le Mali n'est pas producteur d'insuline, comme vous le savez. Hein? Nous ne produisons pas donc, on attend, mais les comprimés, souvent, peuvent gérer cette situation. Pas toutes les semaines, ça peut gérer cette situation. Malgré l'épuisement, il assure que des dispositions sont en train d'être prises. Est-ce que, selon vous, cette explication vous a-t-elle convaincu? Bon, je pense que s'ils ont déjà discuté avec les laboratoires qui doivent produire, ça va marcher, Inch'Allah. Vous êtes convaincu? Oui, je suis convaincu. Et vous êtes convaincu? Oui, mais on n'a pas de choix. On se conforme à notre État. C'est la Direction nationale de la santé qui est un service technique, donc qui conseille le département et le gouvernement par rapport à la fourniture de ces médicaments. Docteur Diarra, vous œuvrez dans l'accompagnement des malades. Est-ce aujourd'hui le diabète peut être soigné? Le diabète ne peut pas être soigné, mais le diabète peut être bien équilibré. C'est-à-dire? C'est-à-dire ramener le taux de glucose à la normale et la personne peut faire toute sa vie tout en contrôlant. Comment ramener ce taux-là? Oui, pour ramener ce taux-là, comme le docteur Nientao l'a dit, il faut mener des exercices physiques. C'est-à-dire le sport? Le sport, notamment. C'est un des facteurs? C'est un des facteurs qui va ramener le taux de glucose à la normale. Quel type de sport? N'importe quel sport. Il faut le sport. C'est-à-dire quand vous faites le sport là, chaque activité physique consomme des molécules de glucose. Donc ça ne fait que réduire. Quel que soit l'âge? Bon, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, mais il ne faut pas. Quel que soit l'âge. Mais à un certain âge, quand même, les activités diminuent. Même si on a la volonté, vous trouverez que le corps ne répond plus. À quel moment un diabétique peut faire le sport? Est-ce qu'il y a des heures indiquées pour un diabétique? Bon, en réalité, il y a des études qui ont été menées pour voir quand est-ce qu'il faut faire le sport et que ça soit bien profitable. Des études ont été menées sur les gens qui font le sport avant 6 heures du matin et après 6 heures jusqu'à 18 heures pendant la journée et au-delà de 18 heures. Mais de toute façon, ces études-là, les premières études ont montré qu'il fallait les faire le matin de bonne heure, mais les dernières études ont montré qu'il fallait les faire après 18 heures. En réalité, qu'est-ce qui est vrai? Mais l'essentiel, c'est de faire le sport. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? En faisant le sport? Oui. Effectivement, il y a des facteurs de risque, surtout pour des gens qui font le diabète de type 1. Le sport est recommandé surtout pour les cas de diabète de type 2, mais pour les gens qui ont le diabète de type 1, il y a des risques. Ce risque peut être évalué jusqu'à quel niveau? Il faut faire un sport modéré. Il ne faut pas forcer, il faut faire un sport modéré. Parce que comme j'ai dit là, n'importe quelle activité physique demande de l'énergie. Et cette énergie-là vient généralement du glucose. Mais chez les gens qui ont un diabète de type 1, c'est un autre mécanisme qui est là pour leur produire de l'énergie. Parce que le diabète, le glucose n'étant pas été bien utilisé, parce qu'il y a défaut d'insuline, donc il y a les glucides, les lipides plutôt, les lipides qui sont utilisés pour produire de l'énergie. Donc il faut faire un sport modéré. Est-ce qu'il vous arrive à faire du sport, M. Maïga? Oui. Eh bien, la Fédération nationale du diabétique, avec, comme on appelle, l'ONG Santé Diabète, et comme on appelle la SOMED, donc, a initié ce qu'on appelle les activités physiques adaptées. Donc, un diabétique ne mène pas spontanément l'activité physique, mais il se réfère au conseil de son médecin traitant. Et c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. C'est lui qui connaît le taux de glycémie,
celui qui peut dire, donc, celui qui peut t'indiquer l'intensité des activités physiques. Tu vois. Alors, quels sont les comportements que vous adoptez qui arrivent souvent à ce que votre état soit stabilisé? Pour le stabiliser, nous avons dit qu'il y a d'abord la nourriture, parce qu'on conseille aux gens de manger peu des céréales, des aliments sucrés, des gras, du sel. Mais après ce conseil, donc nous avons aussi l'activité physique qui est mesurée selon la charge de chaque malade. Ouais. Ils arrivent souvent à vous méfier d'un aliment, même si vous l'aimez à fond. Mais c'est obligatoire, si tu veux vivre, tu n'as pas le choix. Hein? Mais généralement, ce sont des aliments. C'est-à-dire que quand vous mangez 200 grammes d'aliments par repas, on te conseille de réduire à 125 jusqu'à 130 grammes par jour. Hein? On a même fait des simulations où on prend comme on appelle la glycémie avant le repas et on fait manger les gens et on reprend encore la glycémie pour dire que toi tu as besoin de tels grammes d'aliments à consommer. Mais ce qu'on peut dire seulement aux gens, tout c'est quand vous mangez trop, diminuez le repas. Parce que vous ne pouvez pas dépenser le taux de sucre qui se trouve dans le sang. C'est notre problème. Le taux de sucre est toujours élevé parce que généralement, vous trouverez, comme on a dit, les diabétiques ils sont obèses, hein, ils sont paresseux, ils ne se déplacent pas. Donc il y a un comportement. Le diabète, même le traitement du diabète, c'est le comportement. Très bien. Est-ce qu'il vous arrive des fois à manger un aliment déconseillé et que vous dites « Ah, aujourd'hui seulement, je vais manger ça, aujourd'hui seulement... » Mais ça, c'est propre à tout Malien. Parce que le malade est très jaloux des autres qui sont en bonne santé. Et surtout quand vous mangez autour d'un seul plat, tu ne te lèves pas. Mais si, par exemple, tu manges seul, tu mets la quantité qu'il te faut dans l'assiette. Mais avec la famille, avec les camarades, généralement, tant que les gens ne se lèvent pas, tu continues. Tu vois. Et surtout quand il y a l'abondance de certains fruits, comme la mangue, le pastèque, tout ça. Hein, alors en ce moment, quand le malade voit les autres en train d'en consommer, il les imite. D'accord. Docteur Nyantao, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Alors, le diabète, c'est une maladie chronique qu'on ne peut pas du tout guérir. On n'en guérit pas, mais on peut stabiliser le diabète et mener sa vie tranquillement avec un diabète. Donc c'est une maladie à vie? C'est une maladie à vie. Il faut rappeler que lorsque les sucres prennent dans le sang, à la longue, ça finira par boucher tous les vaisseaux sanguins. Cela peut affecter tous les systèmes. C'est ce qui fait du diabète la première cause d'amputation non traumatique. Toutes les 15 secondes, une personne est amputée d'un pied ou d'une partie de ses membres à cause des complications du diabète. Malheureusement, si on ne soigne pas bien le diabète, il est la première cause de mise sous dialyse. Donc quand on va au congé dans les unités de dialyse, ce sont les diabétiques qui sont les plus nombreux. Le diabète, malheureusement, peut affecter tous les systèmes, les yeux. Et première cause de cécité dans les pays développés et deuxième cause dans les pays en voie de développement. Donc malheureusement, c'est un diabète qui doit être équilibré dès la découverte pour éviter l'installation de ces complications qui sont souvent irréversibles et qui sont très redoutables. D'ailleurs, je rappelle que le diabète à lui seul, en 2021, a tué plus que le VIH, la tuberculose et le palu réunis, avec plus de 6 millions de décès. Dans le monde? Dans le monde. Et au Mali? Au Mali, on estime à plus de 6 000 décès imputables au diabète. Par an? En 2021. D'accord. La journée du diabète a été célébrée ce lundi au Mali. Qu'est-ce qui était justement au programme Khalifa? Bon, nous avons célébré le 14 novembre, comme d'habitude, mais c'était l'occasion d'énumérer les réalisations et surtout demander à l'État la prise en charge du diabète. C'était un plaidoyer. C'était l'occasion de plaidoyer encore en faveur de l'insuline. En un mot, est-ce que vous estimez que ces doléances, il y a une forte chance qu'elles soient prises en compte par les autorités? Mais nous avons confiance aux autorités, comme je vous l'ai dit.
en 91, le président a mis tout pour qu'il y ait les médicaments. D'accord. Merci beaucoup. Et ainsi se referme malheureusement à ce grand dialogue qui réfléchissait sur le diabète, comment évolue la lutte contre la maladie au Mali. Et nous étions avec Karfa Maïga, président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali, Dr Mamadou Diarra du laboratoire médical de l'INSP et Dr Ibrahim Niantawo, endocrinologue, diabétologue et président par intérim de l'Association malienne de lutte contre le diabète au téléphone. À la régie vidéo, nous dirons à la mise en onde Salim Diouara, à la coordination de ce débat, Sekou Gadjigo, à la présentation Imrana Kilo Maïga. Chers invités, auditeurs, téléspectateurs, vous avez la possibilité de réécouter ce grand dialogue sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Le grand dialogue.